Alors, on va commencer sans plus attendre avec la notion d'interface. Et attention, il s'agit bien d'interface en programmation orientée objet et non pas d'interface graphique. Ici, l'interface au sens programmation orientée objet est un petit peu particulière par rapport à ce qu'on a déjà vu, notamment par rapport à la notion de classe abstraite. En C#, il n'est pas possible d'hériter de plusieurs classes. C'est pourquoi, si on veut définir un comportement commun différent dans deux classes différentes, et qu'on décide de faire deux classes abstraites différentes, on ne va pas pouvoir créer une classe qui hérite de deux classes abstraites, c'est impossible. C'est possible dans un langage comme C++, mais C# ne l'autorise pas. Donc, on se retrouve un peu démuni dès lors qu'on veut avoir différents comportements et avoir différentes abstractions qui représentent ces différents comportements. Une stratégie est de tout regrouper dans une seule classe abstraite. Heureusement, la notion d'interface nous aide à profiter de tout ce que le polymorphisme offre comme avantage. Je rappelle rapidement, le polymorphisme vient de polymorphe, plusieurs formes, ce qui veut dire que votre classe peut être considérée comme plusieurs types différents. Du fait qu'une classe implémente une interface, elle peut être considérée comme étant une instance de ce type d'interface en particulier. Pas d'inquiétude, ça va très vite vous sembler un peu plus clair. Donc à la base, et je parle bien de à la base, dans les toutes premières versions de C# et généralement en POO, une interface est une déclaration de contrat. C'est-à-dire qu'on va simplement lister les méthodes et les propriétés que la classe qui implémente cette interface doit définir obligatoirement dans son instance. Et dans une interface de contrat, on ne fait que définir la signature de ce qu'on attend, donc les éléments sont définis de façon 100% abstrait, c'est-à-dire sans corps. Cependant, cela a changé avec les dernières versions de C# et comme à chaque fois, l'idée ici est de vous montrer l'évolution du langage depuis le b.a.-ba jusqu'aux dernières versions pour que vous puissiez faire votre choix en fonction de ce que vous savez. Alors, une interface va nous permettre de déclarer des éléments d'instance qu'une classe qui l'implémente doit définir. J'insiste sur éléments d'instance. On va voir dans la prochaine vidéo, est-ce qu'on va parler du statique, que depuis C# 11, il y a eu un changement notable à cet effet, mais C# 10 et avant, c'était forcément des éléments d'instance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'interface définit des choses qui se trouvent sur une classe qui doivent être instanciées, c'est-à-dire avec le mot-clé new. Donc, on ne peut pas définir de choses qui sont statiques, et si ça ne vous parle pas, dans la prochaine vidéo, j'irai plus loin sur le statique pour que vous puissiez comprendre de quoi il en retourne. Donc pour l'instant, on va rester sur cette définition simple qui est valide pour C# 10 et les versions d'avant, et dans la vidéo suivante, on verra ce que C# 11 a changé. Donc une interface déclarer des éléments d'instance, méthode ou propriété. C'est-à-dire que dès que vous déclarez dans une interface void ma méthode, eh bien la classe qui implémente cette interface doit définir la méthode void ma méthode. Par convention, en C#, vous allez nommer vos interfaces avec un i majuscule. I, mon interface, pour l'interface qui s'appellerait mon interface. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien simplement parce que c'est une convention qui est là depuis très longtemps, et parce que le i vient donc de interface, et que ça permet également de suivre ce que le framework fait. Par exemple, IEnumerable, l'interface IEnumerable commence par un i majuscule, et la totalité des interfaces dans le framework respecte cette convention. Donc je vous invite vraiment à respecter les conventions de nommage C# pour que votre code colle à celui qui est produit de façon officielle par Microsoft. On peut donc définir des méthodes ou des propriétés, et c'est important de ne pas mettre de portée. Bon, j'ai fait quand même beaucoup de théories sur l'interface, il est temps de voir un peu de code. Voici comment on déclare une interface. Nous avons donc une interface qui est déclarée de façon publique. On peut effectivement mettre la portée devant le nom de l'interface pour dire si elle est publique, internal ou ainsi de suite. On a donc le respect ici de la convention, i mon interface, et on voit dans le corps de l'interface qu'on a la définition d'une méthode, faire quelque chose, et d'une propriété. Ce qui est important, c'est que ce soit pour la méthode ou pour la propriété, il n'y a pas de portée qui est définie. Ce n'est pas public void faire quelque chose, ni public in propriété. Pourquoi ? Eh bien, parce que votre interface va nécessiter que votre classe implémente des éléments d'instance. Et selon la portée de votre interface, vous allez définir la portée de la façon dont vous l'implémentez dans votre classe. Généralement, c'est public. Donc, dans l'interface, on ne met pas de portée parce que c'est la responsabilité de la classe qui implémente l'interface de définir la portée. Encore une fois, généralement c'est public. Et on remarquera ici que c'est intéressant, c'est que on a pour la méthode faire quelque chose le même type de syntaxe que pour une méthode abstraite dans une classe abstraite. Ça veut dire qu'on a un point-virgule à la fin, on n'a donc pas d'accolade et il n'y a pas de corps. Par contre ici, pas besoin d'utiliser le mot-clé abstract.
on définit simplement le type de retour, le nom de la méthode et ses paramètres et on met point virgule. Encore une fois, c'est un contrat. Pour les propriétés, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on doit spécifier si on veut que la propriété soit implémentée en lecture-écriture ou en écriture seule. Je vous avoue que j'ai très rarement vu des propriétés implémentées en écriture seule, c'est-à-dire qu'entre les accolades, après le nom de la propriété, on a uniquement 7. Le get est très courant, ça veut dire que contractuellement, votre interface doit exposer une propriété de type int qui s'appelle propriété avec un accesseur public en lecture. Après, l'écriture peut être faite de la façon dont vous le souhaitez, soit par le biais du constructeur, soit par le biais d'un setter qui est privé. Si je décide d'implémenter cette interface, j'ai juste ça à faire, c'est-à-dire que je vais créer une classe qui implémente cette interface, et après le deux points, je mets mon interface ou mes interfaces. Si on veut en mettre plusieurs, on va les séparer par des virgules, et Visual Studio va simplement nous dire ok, mais il faut que tu l'implémentes, et donc grâce à la petite ampoule, il va automatiquement récupérer les informations depuis les interfaces pour créer les éléments dans votre classe. Donc ici, on voit que ma classe interface implémente mon interface, et donc elle doit définir la méthode faire quelque chose et implémenter la propriété de type int qui s'appelle propriété avec un accesseur en lecture. Donc ici dans le code qui est affiché à droite, on a choisi de renvoyer une valeur constante en lecture seule sans avoir la possibilité de la redéfinir autrement. Donc c'est assez simple de créer une interface, c'est également assez simple de l'implémenter, et avec les outils comme Visual Studio, ça va très vite pour faire l'implémentation automatique. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, une classe peut implémenter plusieurs interfaces et une interface peut elle-même hériter d'une ou plusieurs autres interfaces. En fait, c'est encore une fois le polymorphisme qui va vous permettre de créer ce jeu d'héritage et va donc vous donner la possibilité d'avoir une grosse flexibilité sur les types que vous allez créer. Ici, on peut avoir une classe qui implémente plusieurs interfaces. Par exemple, je vais donc définir une interface i-animal, une interface i-mammifère, et quand je fais une classe chien, le chien a les caractéristiques d'un animal et également d'un mammifère. Bien sûr, on aurait pu également dire ici que mammifère implémente l'interface i-animal, les interfaces sont définies ici de façon vide, mais c'est simplement pour vous montrer comment une classe peut implémenter plusieurs interfaces, on les sépare uniquement par une virgule. Le corps de chaque interface et de chaque classe dans le code affiché à l'écran est simplement vide, c'est pour ça que j'ai des accolades vides à la fin, parce que je n'ai pas défini de méthode ni de propriété dans aucun des éléments que j'ai créés ici à l'écran. Donc vous êtes libre de faire l'implémentation comme vous le souhaitez, et donc la classe chien qui implémente ces deux interfaces, on pourrait avoir une variable de type i-animal qui contient donc un chien, une variable de type i-mammifère qui contient un chien, ou une variable de type chien qui contient un chien. C'est l'avantage du polymorphisme. Et donc, le fait qu'on puisse avoir des variables de ces types plus génériques, vous verrez, vous pratiquerez cela durant l'exercice. Ensuite, on peut créer une hiérarchie d'interfaces si on a envie. C'est très simple, on définit une interface, et puis pour dire qu'une interface implémente ou hérite d'une autre, on garde la même syntaxe que quand on le fait pour l'implémentation pour une classe, deux points, le nom de l'interface, et si on veut en mettre plusieurs, on met par des virgules. Donc en fait, vous avez là, en face de vous, un système vraiment très flexible pour permettre de créer des objets qui ont de multiples facettes. Maintenant, je vous avais dit dès le début que on ne définit dans l'interface que des contrats, c'est-à-dire des méthodes qui n'ont pas de corps, qui ne sont donc pas concrètes, de telle sorte que les classes qui implémentent l'interface doivent définir ces méthodes. C# 8 a un petit peu changé la donne, car en effet, depuis C# 8, on peut proposer dans une interface une implémentation par défaut des nouvelles méthodes qu'on va rajouter. Alors pourquoi ça a été fait? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous créez une librairie dans laquelle vous exposez une interface, mon interface, qui contient par exemple 3 méthodes. Cette librairie est utilisée dans beaucoup de projets dans votre société ou même dans votre projet, et vous décidez qu'il faudrait idéalement rajouter une 4e méthode à cette interface. Bien que cela, généralement, est plutôt du genre à casser les principes solides, notamment le principe Open Close Principle, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, eh bien c'est des cas qui peuvent arriver, notamment s'il y a un bug ou s'il y a vraiment une nécessité de faire évoluer l'API. Dans ce cas-là, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer une nouvelle méthode de contrat dans votre interface et tous les éléments qui implémentaient cette interface auront dorénavant une erreur de compilation, ce qui va être très dommage. Donc en C# 8, ils ont prévu le fait qu'on puisse créer une nouvelle méthode dans notre interface et lui donner une implémentation par défaut. Donc on quitte un petit peu juste le contrat, on va un peu marcher sur les plates-bandes de la classe abstraite. C'est quelque chose qui est
assez controversé selon certaines personnes qui sont adeptes de la POO pure, mais qui peut être très pratique. Moi, je n'utilise jamais cette approche, mais je tenais quand même à vous la présenter pour que vous soyez au courant qu'elle existe. En fait, on va simplement écrire la méthode dans notre interface. Ici, j'ai mis à l'écran une interface e-logger qui avait donc à la base uniquement la méthode log. On va partir de ce principe-là, donc void log avec un message, et on a décidé qu'on aimerait bien également loguer un message d'erreur avec une exception. Donc on veut créer une nouvelle méthode, log_error, qui contient le message et l'exception. Eh bien, la problématique qu'on va avoir, c'est que si on ne fait que créer la méthode de contrat, log_error, message, exception, point virgule, eh bien, tous les loggers qui implémentent notre interface vont devoir redéfinir cette méthode et l'implémenter. Donc pour éviter qu'on casse le comportement qui existe déjà, on crée une implémentation par défaut. Il y a également une autre raison d'utiliser l'implémentation par défaut, c'est de dire je crée une interface avec ces méthodes-là, et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, j'ai déjà mis une implémentation par défaut dedans. Je suis très peu adepte de cette pratique, il faut savoir qu'elle existe. Je trouve que ça casse un peu le concept d'interface de contrat, on est presque sur une classe abstraite sans avoir les bénéfices de la classe abstraite, mais quoi qu'il en soit, ça existe, et voilà comment on le fait. Donc si je crée une classe logger qui implémente l'interface e-logger, le compilateur va me forcer à implémenter la méthode log avec message, et Visual Studio me le dira également, mais la méthode log_error sera passée sous silence, et donc je serai obligé d'aller l'implémenter par moi-même. On va revenir sur ça dans la prochaine slide. Point important avant de passer, il reste impossible d'instancier une interface. Ça veut dire que même si ici j'ai des méthodes qui sont concrètes, avec une vraie implémentation dans mon interface, je pourrais même, si je le souhaitais, faire une interface qui n'a que des implémentations par défaut. Je ne peux jamais faire mon interface est égale à new mon interface, car c'est un type totalement abstrait, quand bien même des implémentations par défaut sont mises dedans. Le compilateur fait juste le travail à votre place de faire descendre automatiquement l'implémentation par défaut. L'implémentation par défaut a quand même quelques différences avec celle d'une classe abstraite, on en a parlé brièvement dans la slide précédente, je vais revenir dessus. Déjà, on ne doit pas utiliser le mot-clé override pour substituer l'implémentation, donc dans l'exemple précédent, si je fais un logger qui implémente e-logger, si je veux redéfinir la méthode log_error, je n'ai pas besoin de mettre override devant, comme ça peut être le cas avec les méthodes abstraites dans les classes abstraites. Ensuite, il n'y a pas la possibilité d'appeler la méthode qui est définie dans l'interface si on la redéfinit. Quand on fait l'override d'une méthode qui a été marquée comme virtual, par exemple, avec une classe de base, on peut toujours faire base.laméthode pour appeler la méthode et le corps de la méthode qu'il y avait défini dans la classe de base. Ici, le mot-clé base n'existe pas, on implémente une interface, on n'hérite pas d'une classe, et donc je ne peux pas dire je vais remplacer l'implémentation par défaut de l'interface avec la mienne, mais je veux quand même appeler celle de l'interface. Le remplacement est définitif et remplace tout. Donc soit vous ne remplacez rien, soit vous remplacez tout. Il n'y a pas la possibilité de combiner avec ce qui existait déjà. Ensuite, la redéfinition de la méthode implique de connaître comment l'interface a été créée, car vu qu'on n'a pas le mot-clé override, on n'aura pas une liste fournie par Visual Studio qui va nous aider à trouver le nom de la méthode. On la trouvera quand on va commencer à taper public, suivi de par exemple void log_error, on va la trouver dans la liste, mais vous n'avez pas le moyen facile, dans VS Code tout du moins, d'avoir la liste des méthodes définies avec une implémentation par défaut dans l'interface. Et pour finir, une interface n'a pas de constructeur. Il est donc impossible de forcer certaines informations à la création. C'est très important. C'est que si vous souhaitez dire, quand j'hérite de cette classe, je veux absolument renseigner telle valeur, telle propriété, même avec l'implémentation par défaut des interfaces, c'est impossible. Il faut passer par le constructeur d'une classe abstraite qui force le fait qu'on doit faire véhiculer l'information. Ça sort un petit peu du cadre de l'implémentation par défaut, mais c'est une grosse différence avec les classes abstraites. Donc vous avez ici un tour assez complet des interfaces, surtout pour C# 10 et avant. On verra dans la prochaine vidéo, quand on abordera le statique, ce que C# 11 a changé par rapport au statique. Et comme à chaque fois, pour pas que ça reste abstrait, c'est bien le mot qui va bien pour cette vidéo, je vous propose de faire un exercice. Cet exercice sera le suivant. On va utiliser le concept d'interface et de polymorphisme, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une interface de contrat simple, on va se servir d'une variable de type interface comme on l'a fait pour la classe abstraite.
Cette interface va nous permettre de mettre en commun tous les éléments d'une opération qui sont censés être publics et communs, notamment la méthode exécutée et la lecture de la propriété résultat. J'insiste sur la lecture, on n'a pas envie de mettre l'écriture. Dans la vidéo précédente, on a fait en sorte que le résultat ne puisse être défini que par les classes filles. Si on définit dans notre interface de contrat l'écriture comme étant contractuelle par l'interface, cela deviendra de fait public et ce n'est pas ce qu'on veut. On va donc aller modifier notre classe abstraite opération pour qu'elle implémente l'interface et on va modifier le code du programme.cs et de la calculatrice pour utiliser l'interface au lieu de la classe abstraite, car en effet, même si la classe abstraite apporte des avantages, il est toujours plus intéressant à un niveau objet de véhiculer l'interface de contrat plutôt qu'une implémentation, quand bien même cette dernière est abstraite. Je vous laisse donc revoir la vidéo si nécessaire et je vous retrouve dans quelques secondes pour le corriger dans Visual Studio Code. Au cours des vidéos précédentes, nous avons fait évoluer notre calculatrice pour créer notamment la classe de base opération et cette classe a beaucoup changé, elle est passée d'une classe concrète à une classe abstraite afin de mutualiser un certain comportement. C'est d'ailleurs là tout l'intérêt d'une classe abstraite ou non qui sert de classe mère à d'autres classes, c'est de mutualiser un comportement qui est commun. Bien que, comme je l'ai dit dans les slides, avec les toutes dernières versions de C#, il est possible de mutualiser ou tout du moins d'avoir un comportement par défaut au sein des interfaces, c'est globalement reconnu comme étant une pratique à éviter et une interface doit servir de contrat dans l'immense majorité des cas. Qu'est-ce qu'un contrat de programmation? C'est simplement la garantie que tout ce qui va implémenter cette interface dispose de ces éléments. De plus, comme je l'ai dit dans les slides, et je tiens à le rappeler, en C#, il est tout bonnement impossible d'hériter de plusieurs classes, alors qu'il est tout à fait possible d'implémenter plusieurs interfaces. Il sera donc judicieux et intéressant de créer de multiples interfaces et éventuellement d'avoir une classe qui implémente plusieurs interfaces pour répondre à plusieurs contrats. Dans le cadre de notre calculatrice, nous allons créer une interface de contrat pour une opération mathématique. Qu'y a-t-il dans ce contrat? Comme cela a été dit dans la slide d'exercice, il y a deux choses qui sont contractuelles, la lecture du résultat et la présence de la méthode exécutée. Je vais donc sans plus attendre rajouter ici une interface. Donc je vais choisir non pas classe cette fois-ci, mais bien interface. Et pour respecter la convention de nommage, je vais l'appeler iOpération. Toutes les interfaces en C#, par convention, commencent par un I majuscule. Je fais donc Entrée, je corrige l'espace de nom et je suis prêt à commencer à créer mon interface. Comme on peut le voir, au lieu d'avoir ici le mot-clé classe, on a le mot-clé interface, ce qui implique par définition qu'il sera tout à fait impossible d'instancier une interface. Par exemple, si ici dans mon programme je définis une iOpération, comme ceci, on peut voir que je peux la déclarer, mais je ne peux pas faire de new dessus. Vous pouvez le voir qu'il est impossible de créer une instance d'un type abstrait, comme on l'avait précédemment avec la classe abstraite opération, ou d'une interface. À l'instar de ce qu'on a fait avec la classe abstraite, on va pouvoir y ranger un type concret, mais on ne pourra pas l'instancier. Très bien, maintenant revenons à la définition de notre interface. Comme on l'a dit, elle va définir le contrat que chaque opération doit respecter. Ce qui veut tout simplement dire qu'à n'importe quel endroit dans mon code, quand j'aurai une variable de type iOpération, donc qui implémente l'interface iOpération, je suis certain que derrière, il y a un type concret qui va respecter ce contrat. Donc, au niveau de la calculatrice, je vais avoir besoin de garantir qu'une opération implémente la méthode exécutée et je vais avoir besoin qu'elle expose une propriété résultat en lecture. Donc au niveau de mon interface, je vais définir déjà qu'elle doit avoir une méthode exécutée. Remarquez que c'est intéressant, par définition, vu qu'on définit un contrat, tout ce qui est défini dedans est défini de façon publique. Il y a un cas un peu particulier qui est l'implémentation explicite d'interface qui permettrait éventuellement d'avoir des éléments qui ne sont pas publics au sens large, mais c'est un point assez complexe et assez avancé qu'on va volontairement laisser de côté. Ici donc, il n'y a pas besoin de mettre devant de public, comme ceci. Bien que ce soit possible depuis les dernières versions de C#, il est préférable de simplement décrire qu'est-ce que cette méthode attend. Donc,
le type de retour, le nom de la méthode de contrat et les éventuels paramètres. Et ce sera exactement pareil pour les propriétés. Je vais définir qu'elle a une propriété résultat avec un get, comme ceci. Remarquez que je n'ai donc pas de public et qu'on pourrait croire presque ici que c'est une propriété qui est définie directement dans l'interface, mais il s'agit simplement de mettre ici le contrat à respecter. Maintenant que j'ai fait cela, au niveau de ma calculatrice, je peux donc utiliser non plus une opération, mais une i-opération, et vous remarquerez que cela ne change absolument rien au code de ma calculatrice. Tout simplement parce que, au lieu d'utiliser le type abstrait qui va mutualiser un comportement, je vais utiliser le contrat, ce qui permettra d'ailleurs éventuellement par la suite d'avoir d'autres types qui vont implémenter ce contrat, même sans passer par la classe mère opération éventuellement. Et je sais que cette opération, qui est donc un i-opération qui a respecté le contrat, expose la propriété résultat en lecture et la méthode exécutée. Donc, absolument aucune erreur de compilation ici au niveau de ma calculatrice. Par contre, au niveau du programme, ici on peut voir que j'ai une erreur parce qu'il ne peut pas convertir la classe de base opération en i-opération. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le programme, on va dire ok, ici c'est une i-opération. Et là se posent d'autres problèmes. La classe addition et toutes les classes filles de opération n'implémentent pas cette interface. Il serait possible d'aller sur addition par exemple et de dire qu'elle implémente l'interface i-opération. Donc ici nous n'avons plus besoin d'utiliser le mot-clé override pour dire qu'on implémente cette méthode d'interface. Et vous remarquerez qu'il me reste simplement à implémenter résultat. Je vais revenir en arrière parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de la hiérarchie qu'on a déjà mis en place pour dire que notre classe abstraite, elle, implémente i-opération. Et comme ceci, je résous tous les problèmes de compilation d'un coup. Pour la simple et bonne raison que ma classe abstraite, qui définit des comportements de base, va implémenter cette interface et va donc exposer non seulement la propriété résultat accessible en lecture, et remarquez que je suis obligé de respecter l'interface pour la lecture, mais pour l'écriture je suis libre. Ici j'ai mis protected set, mais rien dans le contrat ne m'oblige à l'implémenter d'une façon ou d'une autre, donc je dois respecter le contrat initial pour la propriété, mais après je peux la dériver, en faire une spécification qui est propre à mon implémentation. Quant à la méthode exécutée, je l'ai bien implémentée ici, quand bien même elle est faite de façon abstraite, ce qui me permet de garder le comportement de dire ok, quand on hérite d'opération, on doit réimplémenter exécuter. Et si je regarde dans mon programme, je peux voir dorénavant que tout est compatible, parce que addition hérite d'opération et opération implémente i-opération. Donc au final ici je travaille uniquement avec l'interface de contrat en disant que je veux une variable qui respecte ce contrat et je peux donc après l'utiliser librement dans ma calculatrice. L'interface nous sert à ça, à définir les bases d'un contrat que tout le monde doit respecter, et vous avez donc ici la hiérarchie la plus complète en partant d'une interface de contrat qui est implémentée initialement par une classe abstraite, et ensuite nous avons des classes concrètes qui héritent de cette classe abstraite et redéfinissent la méthode concernée. À partir de là, tout fonctionne très bien, je vais rapidement lancer ma calculatrice pour m'en assurer. On peut voir que 10 plus 10 fait toujours 20, ça fonctionne exactement comme avant. Alors une petite note avant de clôturer cette vidéo, le fait de définir une interface fait qu'on peut l'utiliser dans de multiples classes et il n'est en aucun cas obligatoire, bien entendu, de passer par une classe abstraite pour implémenter l'interface. Si vous avez réussi cet exercice, félicitations, les interfaces sont extrêmement utiles et extrêmement flexibles en C# pour faire du code qui est facilement évolutif et maintenable. Vous avez donc réussi à créer l'interface de contrat pour les opérations et vous l'avez utilisé avec succès pour remplacer l'usage de la classe abstraite par cette interface de contrat. Donc vous savez comment utiliser les interfaces en C#. Si par contre vous n'avez pas réussi, je vous invite encore une fois vivement à revoir cette vidéo pour être sûr d'avoir bien compris le principe des interfaces en programmation orientée objet et leur usage en C#, car c'est un véritable outil de flexibilité qui rendra votre code beaucoup plus évolutif et maintenable. Il serait vraiment dommage de s'en priver.